et au contraire vous valoriser. Alors nous sommes heureux d'être réunis grâce à Niji. Niji, une entreprise qui aide les entreprises dans leur transformation digitale, qu'il faut saluer pour sa fidélité depuis sa fondation en 2001 à ici. Alors eux, c'est des superstitieux. Je dis ça pour quelques-uns parmi vous. Ils sont à ici depuis 2001. Ils se portent bien et ils portent bonheur à la ville. Donc on aime beaucoup Niji et ce soir encore, ils sont évidemment à nos côtés. Ils étaient quelques-uns hébergés dans la pépinière d'entreprise. Ils ont changé de site, toujours sur la ville. Ils sont aujourd'hui plus de 1200, répartis partout en France et même jusqu'à Singapour. Depuis près de 10 ans, une équipe pluridisciplinaire de Niji parcourt les allées du CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'innovation. Il s'agit d'une expérience unique, marquée par la rencontre des start-up et autres leaders mondiaux de secteurs clés tels que la santé numérique, l'intelligence artificielle, la food tech, la mobilité, la durabilité, le lifestyle ou bien encore la maison intelligente, pour ne mentionner que quelques exemples. Le CES de Las Vegas est un rendez-vous annuel incontournable pour comprendre, imaginer, s'inspirer, challenger, voire dénoncer les usages et technologies de demain. À l'issue de cette semaine de déambulation et de découverte, les envoyés spéciaux de l'entreprise vont nous dévoiler un décryptage exclusif alliant analyse pragmatique, mise en perspective des dernières annonces du CES. Avant de leur céder la parole, je voudrais souligner l'importance que nous attachons à l'esprit d'innovation qui caractérise ce que cette ville est devenue. Depuis près de 20 ans maintenant, Issy-Moulineaux est considérée comme l'une des villes françaises les plus innovantes. C'est parce que j'ai toujours pensé qu'innover était un moteur indispensable pour moderniser la ville. Steve Jobs disait d'ailleurs qu'innover, c'est pas avoir une nouvelle idée, c'est arrêter d'avoir une vieille idée. Ce territoire qui a vu naître le premier site web municipal français, les premières démarches administratives en ligne, les premiers paiements par téléphone mobile, donc puis son stationnement et tant d'autres nouveautés de services qui ont franchement facilité la vie de nos habitants et on ne s'est, paraît-il, jamais arrêté d'innover. Nous avons, il faut le dire, réussi notre transition numérique, la variété des services numériques proposés à la population, les nouveaux usages qui se sont développés dans tous les domaines, le dynamisme de notre tissu économique l'illustre parfaitement. Nous continuons à explorer les futurs usages et participons à plusieurs projets de recherche sur le sujet, dans le cadre de France Relance 2030 par exemple, sur les données de mobilité dans le cloud et leur intégration dans un jumeau numérique. Ou dans le cadre de projets européens comme ARCAS 4D, qui a l'ambition de démocratiser la création numérique avec des technologies immersives accessibles au plus grand nombre, ou qui servent à parcourir les rues de la ville pour gérer l'affichage municipal, ou permettent à des commerçants d'effectuer des livraisons zéro carbone. De la transition numérique à la transition climatique, il n'y a pas qu'un pas que peut aisément franchir une Smart City comme la nôtre. Car nous sommes dans le même état d'esprit, nous devons trouver de nouvelles solutions pour nous adapter au changement. Cela passe par l'innovation, nous l'avons démontré avec les projets de Smart Grid et de Smart Mobilité, et nous allons continuer. D'ici quelques semaines, nous ouvrirons notre première station-service d'hydrogène. Après avoir aidé au développement des véhicules électriques, avec le déploiement d'une centaine de bornes de recharge sur l'espace public ou le passage au bus électrique pour le TUVIM, ce sera une nouvelle étape pour utiliser de nouvelles sources d'énergie plus vertueuses pour notre environnement et la qualité de l'air. Si le CES de Las Vegas est une source d'inspiration incontournable, nous assistons depuis quelques années au développement de Viva Technologies, porte de Versailles, qui a l'ambition d'être un haut lieu important en France et en Europe. Lors du rassemblement des start-up et grandes entreprises, la proximité de cet événement dédié à l'innovation est aussi pour nous l'occasion de valoriser les acteurs de l'innovation qui a l'ambition du festival Vivalici
dont la 2e édition se déroulera du 4 au 13 juin et sera l'occasion de nous retrouver autour des valeurs d'innovation que sont la créativité, l'audace, la curiosité, l'agilité, la collaboration, la persévérance et l'ouverture d'esprit. Je laisse aux experts de Niji le soin de partager avec nous leur expérience. Je vous rappelle que hier, nous avons inauguré le NIDA, qui est notre nouveau centre de technique, qui représente une nouveauté puisqu'il est financé par Cogedim, que nous avons aidé amicalement à mettre en place, c'est-à-dire 9 millions d'euros sur 6 ans. Nous sommes entourés de gens très brillants, sauf le moment où on passe au porte-monnaie. Alors là, il n'y a plus personne. Niji est toujours là, avec évidemment Henri et j'ai oublié de citer le président du secteur de GPSO, Denis Larguero, le maire de Meudon, qui lui-même s'intéresse beaucoup à la réalité. Grâce à vous, Président. Grâce à moi, tu parles. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit tour de table ? On va se présenter au fur. Si on le fait rapidement, voilà. La parole au directeur de Niji. Alors, je suis directeur de l'innovation, pas directeur général. C'est le plus important. Merci, Monsieur Santini. Donc, effectivement, on va vous parler du CES aujourd'hui. Juste avant, pourquoi c'est Niji qui vous parle du CES aujourd'hui ? Comme l'a dit Monsieur Santini, déjà on est une entreprise ICN depuis notre création. Et puis surtout, on a des métiers qui sont là pour vraiment bien décrypter ce CES. On agit tous les jours pour la transformation numérique des entreprises, que ce soit avec le conseil, avec le design et les usages, avec les technologies ou avec la data et l'IA. Et on est plus de 1200 talents. Et on est d'ailleurs 4 de ces 1200 talents à être allés à Las Vegas cette année. 4 personnes représentatives des complémentarités des métiers de Niji, à la fois des personnes du conseil pour bien analyser les nouveaux business models du CES, à la fois des personnes du design pour analyser les nouveaux usages, des personnes de la technologie pour décrypter ces technologies-là. Et de fil en aiguille, ça fait plus de 9 ans qu'on est au CES, de fil en aiguille, on est devenu un peu des experts de ce salon. Vraiment des référents reconnus. On travaille avec beaucoup de médias, tous ceux que vous voyez à droite de l'écran. Et ça nous permet vraiment d'avoir une voix de référence sur ce salon. On est très reconnu, on injecte finalement un shoot d'innovation auprès de nos collaborateurs et de nos clients grâce à ce CES, et c'est aussi ce qu'on vient vous restituer aujourd'hui pour vous. Donc le CES, en quelques mots, le CES c'est le plus grand salon de l'innovation du monde. Ça fait 56 ans qu'il existe, il fait 200 000 mètres carrés de superficie, donc c'est très très grand, c'est pour ça qu'on est 4 à y aller. Il y a plus de 180 pays représentés. Et en termes d'audience, cette année, le salon est en regain de dynamisme, puisqu'on était 115 000 visiteurs, donc on n'est pas encore au niveau pré-Covid, mais bientôt on y sera à nouveau. Et 3200 exposants, donc pareil, c'est des très bons chiffres, avec un vrai regain de dynamisme. On a eu le Covid qui a un peu freiné l'essor de ce salon, mais c'est reparti à la hausse. Si on regarde un peu la représentativité internationale de ce salon, c'est aussi un salon très intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays qui y viennent et beaucoup de continents. On a beaucoup de personnes d'Asie qui viennent à ce salon, notamment de Corée, un peu de Chine et de Taïwan. On a bien évidemment les États-Unis qui sont fortement représentés. Et puis on a aussi bien sûr l'Europe, avec notamment la France qui fait partie des plus grosses délégations européennes. Ça me permet de faire un petit mot sur la French Tech. Donc, la French Tech, ce label très reconnu au CES de Las Vegas. Plus de 200 startups ont fait le déplacement au CES cette année. On a eu la visite d'un ministre délégué, de 2 présidents de région. Et puis, les startups françaises ont gagné plusieurs awards. Et on va un peu en parler tout au fil de cette présentation. Vous allez le voir, on va beaucoup vous parler d'éco-responsabilité aujourd'hui, enfin de sustainable, comme on dit aux États-Unis. Ce qui est un peu paradoxal puisqu'on était un peu à Las Vegas. Et Las Vegas, c'est peut-être la ville la moins éco-responsable du monde, avec ses néons partout, ses climatisations, ses chauffages de rue. Mais néanmoins, ça ne pose pas de problème aux États-Unis de parler d'éco-responsabilité dans la ville de Las Vegas. Et vous allez le voir dans la suite de la présentation, ce salon avait pour thème un peu l'éco-responsabilité. On a d'ailleurs choisi de vous faire un petit exercice prospectif aujourd'hui. On a imaginé la journée d'Alice. Alice, un personnage fictif. Et on a imaginé la journée fictive d'Alice en 2030 avec les innovations qu'on a vues cette année au CES.
Et donc si on se projette dans la journée d'Alice avec Léa, on va vous raconter quelle peut être une journée éco-responsable en 2030. Déjà, Alice, en 2030, elle vit dans une tiny house éco-responsable, éco-conçue et livrée en kit pour pallier aux pénuries de matières premières et économiser les émissions de CO2 liées au transport des différents matériaux. Elle ouvre ses volets et commence à capter dès cet instant de l'énergie grâce à ses panneaux solaires transparents intégrés directement dans ses fenêtres. Elle dispose également d'un générateur, la Water Station, qui vient synthétiser de l'hydrogène vert et combiné à ses panneaux solaires, ça permet à Alice d'avoir une maison autonome en énergie. À 9 h, elle commence sa journée de télétravail derrière un ordinateur avec une vue 3D sans avoir besoin de lunettes. Et c'est un écran qui est éco-conçu, conformément aux engagements qui sont pris notamment par LG pour 2030. Midi, c'est l'heure de la pause déjeuner et au menu du jour pour Alice, c'est un filet de poulet, sans soja ou encore sans gluten. Mais c'est un filet qui a un vrai goût de poulet et surtout qui est riche en protéines. Ça permet ainsi à Alice d'économiser les 42 kg de CO2 qui sont émis pour la production d'un vrai filet de poulet. Après sa journée de télétravail, elle se prépare pour rejoindre une amie et pour cela, elle utilise le Brow Magic de L'Oréal. Donc c'est peut-être son outil le moins sustainable de sa journée, mais en même temps, ça lui permet d'appliquer la juste quantité de maquillage et c'est un outil rechargeable, donc elle économise le plastique et tout le transport qui va derrière. Pour se rendre chez son amie, elle utilise son vélo biosourcé en bambou, extrêmement résistant et recyclable. C'est un vélo à assistance électrique très léger, donc avec une autonomie particulièrement longue. Et il est également équipé de pneus sans chambre à air, donc sans plastique, qui sont increvables, avec donc une durée de vie éternelle. Arrivée chez son amie, c'est encore un festin qui attend Alice, puisqu'au menu du soir, c'est un steak à base de plastique. C'est un projet très sérieux financé par la DARPA et prévu pour 2027, dans lequel des bactéries viennent transformer des déchets plastiques en biomasse comestible. Malheureusement, il y a des restes, mais pas de panique, l'amie d'Alice dispose d'un boîtier Re-Uncle qui vient transformer les déchets en compost en moins de 24 heures. Là encore, ça permet d'économiser les émissions de CO2 liées à la collecte et au transport des déchets, mais aussi tout le méthane qui peut être rejeté dans leur décomposition. Arrivée chez elle, Alice urine sur ses toilettes connectées équipées du boîtier Withings. Elle reçoit une notification lui indiquant qu'elle est en parfaite santé, qu'elle n'a aucune carence. Mais elle en reçoit une seconde lui indiquant qu'elle est en période d'ovulation. Sauf qu'en 2030, Alice, dans sa démarche sustainable, elle a choisi de ne pas avoir d'enfant, pour économiser les 9 tonnes de CO2 qui sont émis en moyenne par un Français au cours d'une année. Pour pallier ce petit coup de déprime, elle décide d'aller discuter avec son père qui est décédé l'année dernière grâce à une IA générative. Donc cette discussion lui fait du bien au moral, d'autant qu'elle sait que cette expérience mémorielle en SaaS est sustainable, car hébergée sur des data centers immergés dans un liquide diélectrique thermiquement conducteur. À l'issue de cette journée, Alice va se coucher en bon état de conscience, car elle sait qu'elle a passé une journée digitale, certes, mais la plus sustainable possible. Merci Léa. Donc c'est effectivement une journée possible du futur. C'est pas forcément la journée qu'on se souhaite à tous dans le futur, mais en tout cas c'est un avenir possible. Voilà, toutes ces innovations, on les a vues cette année au CES, elles existent quasiment toutes. Il y en a certaines qui vont arriver d'ici quelques années, mais voilà, elles existent toutes. Voilà, on va passer sur la deuxième partie de ce débrief qui sont les tendances un peu plus sérieuses de l'innovation. Donc au CES, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de bracelets connectés. On va pas vous parler de tout, on va vraiment vous parler de ce qui est pour nous le plus innovant. Et on a regroupé les tendances de l'innovation autour de 5 grandes tendances. La première tendance, ça va être autour de la mobilité. La deuxième tendance, ça va être autour de la santé. La troisième tendance, on va retrouver ce thème de l'éco-responsabilité. La quatrième tendance, c'est sur les technologies immersives. Et la cinquième tendance qu'on va aborder, c'est sur les IA, les intelligences artificielles. Je vais commencer par vous présenter la première tendance sur la mobilité, parce qu'il faut bien comprendre que le CES, c'est devenu, au fil des années, un peu le plus grand salon de l'auto des US, voire du monde. Et on y voit tous les ans des nouveaux modèles et des nouveaux concept cars. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, vous avez désormais la voiture qui change de couleur de BMW, vous avez 2 nouveaux modèles lancés par Stellantis, dont un 4x4 pick-up électrique de la marque Ram. Vous avez la voiture de Mercedes qui a désormais 1200 km d'autonomie avec une seule charge électrique, et plein d'autres choses intéressantes sur ce salon. Donc vous le voyez, c'est vraiment un peu le salon de l'auto. Et pourquoi un salon de l'innovation est finalement un salon aussi de l'auto? Parce qu'aujourd'hui, les véhicules sont un peu tous des smartphones. Je m'explique, les véhicules sont tous des véhicules électriques, les nouveaux véhicules. Ils ont tous des batteries lithium, ils ont tous des écrans tactiles, et ils ont tous des systèmes de TV, d'infotainment, d'IA. Ils ont tous mis en avant des systèmes de mise à jour
d'OS, un peu finalement comme des smartphones. Donc on retrouve tous les critères de smartphone et du coup nos voitures sont un peu des smartphones qui sont là pour nous divertir et nous proposer des expériences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les partenaires de la mobilité, c'est les logos que vous voyez ici, c'est par exemple Epic Games, donc le créateur de jeux vidéo, qui était sur la keynote de Sony pour présenter son nouveau véhicule. C'est par exemple des acteurs comme Salesforce, etc. Donc c'est vraiment des nouveaux partenaires de la mobilité, puisque la mobilité s'est transformée. La mobilité s'est transformée. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils ont vraiment fait ce virage du numérique et ils fournissent désormais, certes des véhicules, mais surtout des services. Des services aux particuliers. Ils essayent de vendre des abonnements de connectivité, de films, de conduite assistée. Et ils vendent aussi des services désormais aux entreprises. Et ça, c'était un peu la nouveauté de cette année. Volkswagen a lancé sa filiale Cariad, qui vend des services et des données aux entreprises. Et Stellantis, sa filiale Mobilicide, qui, pareil, vend des services et de la data aux entreprises. Donc vraiment, les constructeurs automobiles se sont vraiment transformés et ont vraiment fait ce virage du numérique. Pour illustrer un petit peu cette voiture qui devient smartphone et qui est là pour proposer des expériences, je vais vous parler de quelques exemples et de, par exemple, cette filiale d'Audi qui propose de transformer n'importe quel véhicule en métaverse. C'est-à-dire qu'on va brancher un boîtier dans notre véhicule qui va capter l'accélération, les virages, les freinages et qui va restituer cette expérience de mobilité dans le casque de réalité virtuelle pour les passagers. Ce qui fait que le passager, il est vraiment en immersion, il vit un peu le déplacement dans son univers virtuel. Ça peut corriger tous les problèmes de vertige qu'on a dans les casques de VR, mais aussi les mal de transport, par exemple. Et ça permet de transformer même votre 207, finalement, en métaverse. C'est assez novateur. Pour aller encore plus loin, on a la voiture PlayStation. Ça, c'est Sony qui a lancé sa nouvelle marque de voiture. Et concrètement, on va dire cette année. Donc là, ils se sont associés à Honda pour lancer cette nouvelle marque qui s'appelle Afila et qui va donc commercialiser ses premiers modèles qui vont être livrés en 2027. Donc on voit vraiment que les acteurs de l'entertainment et de l'électronique sont désormais les acteurs de la mobilité. On a aussi bien sûr toujours ce thème de l'éco-responsabilité avec des voitures toujours plus éco-responsables. On a par exemple Lightyear qui nous propose enfin un modèle abordable. Donc ça, c'est une voiture avec beaucoup de panneaux solaires qui permet de la recharger 3 fois moins souvent. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est 800 km d'autonomie à chaque fois et elle coûte seulement entre guillemets 40 000 $, ce qui est un prix tout de même très accessible sur le marché pour ce type de véhicule. D'ailleurs, Arval, un acteur français de la mobilité, a commandé 10 000 véhicules Lightyear cette année suite au salon. Donc c'est vraiment un signe aussi de bascule vers ce type de véhicule. On a également la voiture Salesforce. Donc ça, c'est en fait Qualcomm qui nous propose un châssis connecté qui va envoyer toutes les données de la voiture, d'usage de la voiture dans le cloud, et notamment dans le cloud Salesforce. Et Salesforce, pour l'occasion, avait créé un digital twin de la voiture qui va recevoir toutes nos données d'usage. Donc on va pouvoir voir combien de fois la personne a fermé la porte, a utilisé le siège, etc. Et du coup, avec ces données, on va pouvoir lui proposer des abonnements à des films si on trouve que c'est intéressant, des renouvellements de maintenance, etc., des données utilisées par les concessionnaires et aussi par les fournisseurs de services. Donc ces véhicules sont souvent électriques, comme je vous le disais, et on a aussi aujourd'hui des nouveaux systèmes pour recharger ces véhicules de manière assez novateur, avec une start-up d'ailleurs ICN qui s'appelle Up & Charge. Alors je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, ils sont là. Est-ce que vous voulez présenter Up & Charge ou est-ce que, en quelques mots, vous voulez que je m'en charge ? Faites les deux. Merci. Donc, OpenCharge a présenté son innovation qui est la première borne de recharge de véhicules électriques sans fil, robotisés, qui permet donc de recharger son véhicule en se garant et en cliquant sur son appli, et ce qui permet d'avoir une recharge absolument transparente pour l'utilisateur. Donc à ce titre, nous avons été sélectionnés par la région Île-de-France pour représenter justement la French Tech. Donc on a fait partie des 16 startups sélectionnées. Et nous sommes partis à Las Vegas, donc présenter notre innovation, et ça a été une véritable expérience. Je dirais que toute entreprise ou start-up dans l'innovation se doit d'aller au CES parce que c'est vraiment le rendez-vous de toute l'innovation mondiale. Et pour donner un exemple, on avait beaucoup de mal à rencontrer les gens de chez Total Energy qui sont à Puteaux. On a rencontré toute l'équipe là-bas, ainsi que les gens de la RATP, l'EDF,
et beaucoup de sociétés françaises, mais aussi évidemment des sociétés américaines, sociétés japonaises, coréennes. Donc on avait 3 objectifs, une visibilité, je dirais, avoir de la visibilité en particulier au niveau de la presse. Donc on a eu la chance d'être sélectionné pour le CES Unveil, qui est un événement qui se passe la veille du salon avec uniquement de la presse. Il y a 300 ou 400 journalistes qui sont invités. Donc nous avons pu présenter notre innovation et on a eu la chance, enfin l'opportunité en tout cas, de passer le lendemain à la matinale de France Inter sur France Info. On a même eu une interview à la BBC et ensuite on est passé sur le plateau de BFM Business. Donc tout ça grâce à ce... Plus après, on a eu aussi donc Europe 1, enfin disons qu'on a eu une très belle visibilité grâce à cet événement, donc il ne faut pas le louper quand on a quelque chose à présenter. Et ensuite, on voulait faire des contacts, donc on n'a pas arrêté. On a recueilli 300 contacts, donc on est en train d'exploiter actuellement. Et puis troisièmement, on voulait aussi une visibilité au niveau des pouvoirs publics. Donc comme on l'a dit, on a eu la chance de rencontrer des personnalités politiques et d'être invité à dîner avec Valérie Pécresse et son équipe, ce qui nous a donné aussi l'opportunité d'avoir de nouveaux contacts et encore une fois une visibilité. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment une expérience très enrichissante et nous sommes déplacés à beaucoup, en fait, puisque nous étions 8 sur place, mais on avait décidé vraiment de mettre le paquet et de faire aussi une sorte de team building, de renforcer l'équipe sur ce projet et ça a été un vrai succès et on est vraiment ravis d'y aller. On réfléchit, on espère avoir l'opportunité de pouvoir y aller l'année prochaine. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Donc effectivement, Up & Charge qui donc recharge les véhicules électriques par induction sans câble. Donc plus de sécurité, plus de simplification et aussi ça réduit les pertes d'énergie, si j'ai bien compris. Avec une expérimentation sur le territoire de GPSO dans quelques semaines ou mois à venir. En plus, alors, très bien. On sert un peu aussi à quelque chose. GPSO, de temps en temps. Nous sommes actuellement en recherche nous avons levé des fonds, nous avons été financés, nous sommes financés par la BPI et nous cherchons des acteurs pour nous accueillir, faire des POC, des Proof of Concept ou Innovation. Et la mairie de Meudon nous accueille prochainement pour faire une première expérience de recharge avec notre borne et un véhicule. Très bien. On reparlera de vous l'an prochain, alors peut-être avec des données d'expérimentation. Parce qu'effectivement, on va collecter de la data en plus de recharger les véhicules pour pouvoir les exploiter comme dans le cloud, comme le font beaucoup d'acteurs dans notre domaine. Très bien. On va continuer sur la mobilité du coup. Donc la mobilité, c'est certes des systèmes de recharge des véhicules électriques, mais c'est aussi la manière dont on circule dans les villes. Et c'est un peu incroyable de se dire qu'aujourd'hui, en 2022, les feux rouges qui régissent la circulation des villes sont encore contrôlés par des minuteurs de cuisine, un peu quelque part. Il n'y a pas vraiment d'intelligence dans nos feux rouges. Et donc il y a cette start-up israélienne qui est plus qu'une start-up, qui est une vraie société développée, qui propose de rendre intelligents les feux rouges. En 2 heures, ils peuvent connecter un carrefour entier grâce à leur système qu'on branche sur les feux rouges. Donc ça branche des caméras et surtout un système d'IA. Et eux, ils sont déjà déployés à Phoenix et dans certains comtés d'Arizona. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à fluidifier la circulation et à diviser par 3 le temps de circulation des voitures. Donc si on divise par 3 le temps de circulation des voitures, c'est autant d'émissions de CO2 en moins. Et si on extrapole les données qu'ils ont eues à Phoenix et dans d'autres comtés à l'échelle de la France, on pourrait retirer l'équivalent de 65 000 véhicules de la circulation en termes de réduction d'émissions de CO2. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est vrai qu'on a envie de voir nos villes un peu plus connectées, un peu plus intelligentes au sens de l'IA pour avoir des gains de ce type. Ça permet également, ce type de système, de prioriser les véhicules d'urgence. Si une ambulance passe, on peut lui créer bien sûr une fluidification du trafic, donc c'est extrêmement intéressant. La mobilité, c'est aussi des mobilités alternatives, ce n'est pas que la voiture, donc il y a aussi par exemple le vélo. Aujourd'hui, on peut transformer n'importe quel vélo en vélo à assistance électrique. Et ça, c'est intéressant parce qu'on réutilise un matériel déjà existant. Donc c'est très éco-responsable comme démarche, on ne va pas acheter un nouveau véhicule, un nouveau vélo, on convertit son ancien vélo, il suffit de changer la roue avant et le vélo devient VAE. Ce n'est pas nouveau, ça existait déjà ce système, là ça devient très très abordable en termes de prix et aussi très très performant en termes d'autonomie et de praticité.
Et puis on peut aller même jusqu'à la mobilité alternative au niveau des rollers. Désormais, on a des rollers à assistance électrique, donc ça va jusqu'à 25 km/h de vitesse de pointe, c'est très rapide, 20 km d'autonomie. Donc on peut se dire que ceux qui maîtrisent assez mal le roller, ça peut être un peu dangereux pour eux. On veut leur éviter d'arriver à l'hôpital, mais ça me permet quand même de faire une transition vers la prochaine tendance qui est justement celle de l'hôpital et de la santé connectée. Alors santé connectée, oui, mais pas à l'hôpital. Santé connectée chez soi et santé connectée par soi-même. Pourquoi est-ce qu'on se soignerait soi-même chez soi? Parce que la santé elle-même est malade et que l'hôpital, vous le savez, on le sait tous depuis le Covid, mais c'est pas nouveau, l'hôpital est engorgé et ça s'est pas résolu d'un coup après les grandes vagues de Covid. Et c'est pas un constat uniquement français, c'est un constat international. Vous voyez, c'est le cas aussi aux États-Unis. Donc il y a un engorgement de l'hôpital. Il y a par ailleurs un espèce d'état d'à bout de souffle du corps médical, des soignants. Et puis maintenant, vous commencez à entendre de plus en plus parler, il y a aussi des problèmes d'approvisionnement des médicaments, notamment sur le paracétamol et l'amoxicilline. Et donc finalement, si je ne peux pas aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place, si mon médecin est malade et si j'ai pas de médicaments pour me soigner, comment est-ce que je me soigne? Eh bien par la tech. Et donc qu'est-ce que ça veut dire par la tech? Ça veut dire d'une part, je vais pouvoir me monitorer, me diagnostiquer moi-même. Ça va être par exemple par des applications. Ça va être aussi par des petits outils qu'on vient se mettre sur la peau. Ça peut être enfin par des laboratoires à échelle réduite. Aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, vous allez faire un IRM, ça prend une place, une salle entière. Là, ce sont des appareils miniaturisés qui permettent de reproduire chez soi, à l'extérieur, des examens qu'on pourrait faire à l'hôpital. Et puis après, comment est-ce que je me soigne? Eh ben, on a aujourd'hui des manières, par l'électronique notamment, de supprimer les traitements chimiques et soit de se soigner soi-même, soit de simplifier en tout cas le travail des médecins. Alors, quelques exemples plus concrets. Léa? Déjà, vous en parlez dans la journée d'Alice, ça peut être avec un laboratoire directement à domicile et notamment dans nos toilettes. C'est le projet de Withings et je vais vous laisser en parler. Bonjour. Merci pour votre invitation. Je m'appelle Julius, je suis chef de produit sur ce produit YouScan donc chez Withings. Donc Withings, vous connaissez peut-être, du moins j'espère, c'est une entreprise ICN qui a fêté ses 14 ans et dont la mission est de permettre à chacun de prendre soin de sa santé au quotidien et en particulier à domicile. Et donc vous connaissez peut-être Withings historiquement par notre gamme de balance. C'était la première catégorie de produits qui avait été lancée chez Withings. Et au fur et à mesure des années, en fait, Withings a sorti de nouvelles catégories de produits pour compléter sa mission. Et on était très fiers cette année d'annoncer au CES donc une nouvelle catégorie de produits qui est l'analyse d'urine. Donc vous êtes en droit de vous demander, mais pourquoi finalement se lancer dans l'analyse d'urine? En fait, l'urine, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une source incroyable d'informations sur votre santé. On urine tous près de 7 fois par jour. Et c'est le résultat aussi de la filtration en fait, du sang par vos reins. Donc l'urine est produite en continu. Et contrairement aussi au sang, c'est un biofluide qui est accessible et pourtant qui est très peu testé. En moyenne, les gens se testent une fois par an et c'est grâce à la médecine du travail. Donc en fait, ce qu'on a vraiment voulu faire avec ce produit, c'est vraiment rendre accessible tout le potentiel d'informations utiles en santé à domicile. Et donc on a créé un produit donc, qui a cette forme-ci, qui ressemble à un galet, qui se positionne, comme vous le voyez ici, directement dans le toilette. Et dans la mission, on fait chez Withings, notre ADN, c'est de faire des produits qui soient très simples à utiliser, où l'expérience utilisateur est si simple qu'on a une adoption très élevée. Et donc ça nous a nécessité 4 ans de développement et le dépôt de 13 brevets. Et pour en revenir aussi au CES et à l'importance du CES, chaque année Withings participe au CES, c'est un salon mondial qui est aujourd'hui la plus grande caisse de résonance vraiment pour l'innovation. Il n'y a aucun salon au monde aujourd'hui qui nous permet vraiment de lancer une innovation et d'en parler de façon aussi grande. Nous, on a eu près de 3000 articles de presse sur ce lancement de produit, donc ça a vraiment rayonné de façon mondiale et sur toutes les géographies, donc c'est quelque chose de très puissant. Donc voilà. Merci. Du coup, comme on peut le voir avec Withings, le téléphone, ça devient vraiment l'interface pour contrôler notre santé.
Donc pour avoir les données de notre boîtier, mais ça peut être aussi pour avoir des données globales sur notre santé. Désormais, avec un selfie, on peut avoir les données physiologiques, notre pression artérielle, enfin toutes ces infos pour voir si on est en bonne santé globale ou pas. Et donc là, c'est un selfie d'une 30aine de secondes et ça peut nous dire voilà, si on va bien ou pas. Donc ça, c'est pour des données globales, mais on peut aussi avoir de la data un peu plus particulière, et notamment celle du cœur. On a un projet français qui nous permet d'avoir un ECG en 30 secondes avec juste une carte de crédit. Donc c'est quelque chose qui rentre facilement dans un portefeuille. On met nos 2 doigts sur la carte de crédit et ça nous fait un ECG en 30 secondes. Ce qui est très intéressant avec ce projet, c'est que c'est validé par des cardiologues notamment, et c'est de la data qui peut être utilisée derrière par le médecin. Donc là, ça peut être pratique si on a des problèmes cardiaques. On peut faire un ECG plusieurs fois dans la journée et ça peut détecter jusqu'à 6 cas d'arythmie. Donc là, c'est pour le cœur. Mais on peut aussi soigner la douleur. Donc là, si on est malade, on vous le disait, avec juste des petits appareils, on peut venir le placer sur une partie du corps qui ne va pas bien. Et avec de la neurostimulation, on vient traiter cette douleur en profondeur. On l'a essayé, ça ne fait pas mal. On ne se prend pas des coups de jus dans le bras, mais ça vient traiter sans médicaments les maux qu'on peut avoir. On vous le disait aussi, maintenant, il y a de la technologie pour les médecins, pour les soignants, pour les rendre plus efficients. On a Arteria, encore un projet français, qui nous permet d'effectuer des examens beaucoup plus rapidement. En France, toutes les 2 secondes, je crois, il y a des gaz du sang. Donc c'est un examen qu'on fait en clinique, sauf qu'il y a 30% d'échecs. Là, l'idée, c'est avec une lumière infrarouge, on vient détecter où se trouve l'artère et ça nous permet de faire ce gaz du sang, une réussite en un seul coup. Donc ça permet aux soignants d'être plus rapides, plus efficients et surtout donc plus rapides, avec moins de douleur pour le patient. Un autre exemple, là c'est quand on est malade, on peut venir traiter la pathologie avec de nouveaux matériaux et notamment de la fibre optique. C'est un projet qui nous permet de traiter la maladie de Parkinson. Ça ne permet pas de la soigner, mais grâce à la fibre optique qui vient générer de la lumière dans le cerveau, on vient endormir les tremblements liés à la maladie. Un gros sujet, c'était aussi l'inclusion. On voit de nouveaux projets apparaître pour rendre le monde plus accessible, avec notamment Dotpad qui nous propose une tablette pour les personnes malvoyantes. Donc là, pour vulgariser le projet, c'est un peu comme un iPad, mais pour personnes malvoyantes. On a aussi Microsoft qui vient rendre ces outils beaucoup plus accessibles, avec des souris adaptées, notamment pour ceux qui ne peuvent pas utiliser leurs mains ou mal. Donc il y avait Microsoft, mais aussi Sony qui vient adapter sa console pour la rendre accessible à tous. Et il y a aussi le domaine de la santé qui vient se simplifier, avec L'Oréal qui a développé un petit outil pour permettre aux personnes atteintes de tremblements ou là encore pouvant mal utiliser leurs mains de venir appliquer leur rouge à lèvres de manière totalement autonome. Et l'inclusion, c'est un gros sujet de RSE des entreprises, tout comme on vous le disait, le sustainable qui était un sujet majeur de ce CES. Donc le sustainable, enfin l'éco-responsabilité, on va dire, c'était le sujet qui était sur les lèvres de toutes les entreprises, c'était vraiment partout. On a appelé cette tendance Sustainable Everywhere, Everyday, ça aurait pu être Sustainable Everywhere. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Sustainable déjà au CES ? D'abord, ce sont des photos d'éoliennes, des photos de forêts, et puis des photos d'éoliennes dans des forêts qui sont projetées en arrière-plan de toutes les grandes conférences des exposants. Bon, donc c'est beaucoup de communication. Au-delà de ça, c'est intéressant de souligner qu'il y a une forme de contradiction dans la manière de laquelle on considère même le sustainable. Je vais prendre l'exemple du Peugeot Pick-up, du Stellantis Pick-up dont on a parlé, qui est un énorme 4x4 électrique, vraiment très très costaud, qui permet de vivre la vie américaine, mais sans le pétrole, mais dans un pays où l'électricité est principalement produite à partir de charbon ou de gaz, donc l'effet n'est pas vraiment intéressant. Je vais prendre un exemple dans l'agritech. Chaque année, le CES décerne des awards, donc ce sont des récompenses, des produits qui sont très innovants, et dans le domaine de l'agritech, il y a 2 awards qui sont décernés sur 2 produits qui sont vraiment dans des conceptions très très différentes. On a d'un côté Think Big, c'est vraiment comment est-ce que je vais faire pour nourrir toute la planète, et c'est une question qui est tout à fait soutenable. Et Gus produit des tracteurs autonomes qui peuvent pulvériser de l'herbicide sur des centaines d'hectares dans des exploitations intensives, et la personne qui pilote ce tracteur peut diriger jusqu'à 8 tracteurs simultanément. Ça vous donne une idée de la taille de l'exploitation. Donc là, vraiment, je fais quelque chose de très très gros. Et de l'autre côté, on a ThinkSmall et une start-up française qui s'appelle Meropi,
Là, l'objectif, c'est vraiment de minimiser l'impact de l'action humaine sur la nature. C'est un petit robot qui va se balader dans les champs de céréales pour identifier où sont les départs de mauvaises herbes, les départs de maladies, et pour permettre ensuite au tracteur, grâce à une coordonnée GPS, de faire un micro-traitement localisé. Donc vous voyez qu'on a vraiment deux conceptions très très différentes entre ces deux visions. Il y a John Deere qui rejoint un peu les deux idées. John Deere, ils font des énormes tracteurs aussi, autonomes, avec des bras articulés qui s'étendent sur des dizaines de mètres, mais ils ont une technologie qui s'appelle See and Spray, qui consiste à identifier où sont les départs de maladies pour minimiser l'utilisation d'herbicides. Ayant dit cela, donc je vous disais, tout le monde parle de sustainable de manière très très différente. Qu'est-ce que nous on en retient? 4 choses. D'abord, au CES, beaucoup d'engagement sur le sustainable. Vous me direz, ce ne sont pas des actions concrètes, ce ne sont pas des innovations, mais ce sont des engagements sur le long terme. C'est intéressant quand même de les noter. Ensuite, à court terme, on a des innovations, et notamment des manières de traiter ce sujet, à travers parfois le recyclage ou la décarbonation. Et puis quand on parle de sustainable, il y a un gros enjeu d'énergie, que ce soit les questions d'énergie verte ou d'autonomie énergétique, on va en parler aussi. Et puis enfin, cette année, il y avait un retour en force de la question liée à l'eau potable, et ce sera notre 4e sujet sur le sustainable. Donc je vous parlais d'engagement, il y a un thème qui fait consensus aujourd'hui chez toutes les grandes entreprises. Quand on parle d'engagement sur le climat, en fait on parle de neutralité carbone, c'est une terminologie qui est comprise par les médias, qui est utilisée par tout le monde, et globalement, ça fait longtemps que des entreprises s'engagent petit à petit pour dire moi je vais atteindre la neutralité carbone à tel moment ou à tel autre moment. Là, il y a une accélération des engagements, et toutes les entreprises qui sont au CES s'engagent sur un moment je vais atteindre une neutralité carbone. Et donc Samsung, c'est le plus... Ils ont fait une annonce en fanfare, mais c'est dans longtemps, c'est en 2050. Vous avez avant les constructeurs automobiles. Avant 2040, Stellantis, donc c'est le groupe Peugeot, Citroën, Mercedes. Ça fonctionne, les engagements à long terme. Alors ce sont des mots, mais ça fonctionne quand même. Quand on regarde le protocole de Montréal, qui a été signé en 87, il y a 35 ans, on apprend en 2023, début d'année, là, que le protocole de Montréal commence à porter ses fruits sur la réparation de la couche d'ozone. Donc sur du très long terme, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait à court terme? Eh bien, par exemple, pour traiter la question du carbone dans ma production, on va utiliser des technologies de recyclage. On a eu Bridgestone qui nous a montré des pneus, donc ils partent de pneus de rebut. Ils vont les faire fondre, les faire tremper dans des tas de bains. Ça va créer de l'éthanol, et ça ne sera pas pour boire avec le poulet recyclé à partir de plastique, mais cet éthanol va servir à faire du caoutchouc de synthèse et donc à devenir de nouveaux pneus. Et on a également Samsung, pendant leur conférence de presse, ils nous ont rappelé, donc c'est pas une innovation qui est présentée là au CES, mais c'était un rappel, aujourd'hui, dans la plupart des portables Galaxy de Samsung, il y a le plastique est fait à partir de filets de pêche recyclés. Donc ça existe. Et puis sur le salon, on a vu, toujours en parlant de recyclage, une entreprise, alors c'est pas très digital, mais une entreprise ukrainienne qui, à partir de feuilles mortes, peut fabriquer du papier ou du carton. Et donc ils utilisent des déchets naturels, organiques, qui ne sont pas produits par une activité humaine. Ils vont les chercher auprès des municipalités, et ils en font derrière de la pâte à papier qui consomme 15 fois moins d'eau qu'une pâte à papier normale, et qui se biodégrade 10 fois plus vite qu'une feuille qui normalement mettrait 1 an à se biodégrader. Là, c'est 1 mois. Et puis donc, notre manière d'adresser la question du carbone, ça va être par la décarbonation, c'est-à-dire aller capter le carbone là où il est et le transformer. Et donc, il y a 2 ans, dans notre retour du CES, on avait évoqué une entreprise qui s'appelait Carbion, qui parlait d'aller aspirer le carbone, c'était encore conceptuel. Là, on a vraiment une industrialisation de ce genre de technologie, et on a notamment 2 entreprises coréennes qui, oui c'est ça, SK et Carbon Value, qui ont industrialisé ce process, soit en allant capter le carbone dans l'atmosphère, soit en allant le capter en sortie d'usine, en le transformant en minerai qu'on va ensuite enfouir solide sous le sol. Et puis, quand on parle de sustainable, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment, la question de l'énergie revient, et notamment sous l'angle de, en fait, comment est-ce que je fais pour continuer à produire quand je suis un exposant au CES? Comment est-ce que je fais pour continuer à consommer? Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. Comment est-ce que je fais pour continuer à produire et à consommer en réduisant mon empreinte carbone? Et bien, déjà, ça va passer par une utilisation d'énergie verte. Là, 2 grosses tendances qu'on voulait aborder. Il y a d'abord la question de l'hydrogène, vous en avez parlé, monsieur le maire. Vous savez que l'hydrogène est une énergie qui ne produit pas de CO2 quand on la consomme, mais le problème c'est qu'il faut de l'électricité pour avoir de l'hydrogène.
Et si on produit de l'hydrogène avec de l'électricité qui a été faite avec du charbon, c'est raté. Donc les gros sujets liés à l'hydrogène vert, c'est comment est-ce qu'on va prendre de l'électricité éolienne. Et on a vu plusieurs propositions d'entreprises, notamment des Coréens à nouveau, ils sont très forts là-dessus, sur des fermes offshore de production d'hydrogène à partir d'éoliennes en mer. Et puis, un autre sujet intéressant sur les énergies, c'est parfois on a des micro-besoins qui n'ont pas forcément nécessité d'être alimentés par des grosses sources d'énergie. Et donc il y a des technologies qui permettent de traiter ces micro-besoins, que ce soit par le solaire, du micro-solaire, par la radio, on peut avoir des ondes radio qui amènent de l'énergie, par le Wi-Fi qui permet aussi de recharger des appareils, des petits appareils. Donc je vous disais sur les fermes éoliennes offshore, par exemple, on a HD Hyundai qui travaille dans le transport maritime. Tout leur stand était consacré à la chaîne de valeur de l'hydrogène dans le transport maritime. Ils ont un partenariat avec General Electric pour des éoliennes flottantes qui vont alimenter des usines de production d'hydrogène en mer qui elles-mêmes vont alimenter leurs futurs cargos de transport maritime qui seront à émissions net zéro. Et puis à l'autre bout de la chaîne, dans le côté Think Small, on a Dracula Technologies, c'est une startup qu'on avait déjà vue il y a 2 ans au CES, qui vient de la Drôme et qui produit des petits panneaux solaires organiques, donc qui ne sont pas composés traditionnellement, enfin les panneaux photovoltaïques, vous savez, il y a des composants très polluants dedans, donc on n'en parle pas, personne n'en parle d'ailleurs au CES. Là, ce sont des petits composés qui sont organiques, qui sont biodégradables et qui permettent d'alimenter des micro-besoins. Par exemple, les étiquettes qui affichent les prix dans votre supermarché. Aujourd'hui, la plupart de ces étiquettes, maintenant, ce sont des étiquettes qui sont électriques, enfin qui sont numériques, et ils sont alimentés avec des piles. Les piles, ça pollue, et quand vous les changez, en plus, ça a un coût phénoménal de passer dans toutes les petites étiquettes pour changer tout. Avec ce genre de petit appareil, vous n'avez plus besoin de piles, vous économisez le temps et l'argent et également les composants qui rentrent dans les piles, et puis ça s'alimente à la lumière ambiante, donc il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur. En 2022, il y a eu aussi un grand sujet sur l'énergie qui était la question de l'autonomie énergétique, que ce soit pour des questions géopolitiques, où vous avez vu les prix de l'énergie flamber, donc comment est-ce qu'on va protéger son portefeuille en s'alimentant soi-même, ou pour des questions climatiques, avec l'exemple de la tempête Elliott qui a frappé les États-Unis, qui a coupé vraiment des gens de leur connexion. Enfin, nous, on a rencontré quelqu'un au salon qui avait son électricité qui était coupée 10 minutes toutes les 2 heures pendant 4 jours à Noël, à cause de la tempête. Donc, dans ce genre de conditions, comment je fais pour rester alimenté malgré les aléas, on va dire, monétaires ou climatiques? D'abord, il y a un enjeu de produire soi-même son électricité, de la stocker, c'est pas facile de stocker l'électricité, et puis de gérer la connexion de sa maison avec le réseau. C'est-à-dire à quel moment je suis autonome, à quel moment je suis connecté à la maison. Et donc là, par exemple, on a vu une entreprise qui s'appelle Jackery, qui est une entreprise américaine qui promeut ce qu'on appelle la van life, c'est-à-dire sur leur stand, il y avait une grosse caravane chromée, magnifique, et ils ont une pléthore d'offres de panneaux solaires pliables qui sont au-dessus d'une tente, à l'intérieur de... Enfin, tout est fait, tout est gadgetisé pour que vous ayez des panneaux solaires partout. Ils ont aussi des tas de batteries qui ont des formes de valises, donc vous traînez une valise derrière vous, mais en fait c'est pas une valise, c'est une batterie électrique. Et puis là, ils présentaient cette année un concept d'éolienne portative. Donc vous sortez de votre caravane, vous posez votre éolienne et vous pouvez continuer à regarder la télé au milieu de la forêt, c'est formidable. Et plus sérieusement, on avait une entreprise française qui présentait un produit pour le marché nord-américain, c'est Schneider Electric, qui présentait Schneider Home. Schneider Home, c'est une application qui permet de connecter tout l'écosystème électrique de la maison. Ça va du panneau solaire à la batterie, en passant par le tableau électrique, par la prise de recharge du véhicule électrique, qu'elle soit branchée ou par en dessous, et toutes les prises et les interrupteurs. Et leur promesse, c'est de gérer intelligemment l'alimentation de toute la maison sans que vous ayez à vous en préoccuper, dans le but final de faire baisser votre facture. Un cas d'usage, par exemple, sur l'autonomie, rupture d'alimentation, coupure du réseau électrique, Schneider bascule sur la batterie, mais comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, il va intelligemment dire je ne bascule pas toute la maison sur la batterie, je bascule uniquement les appareils qui ont besoin d'être maîtrisés et d'être tenus en alimentation constante. On pense au congélateur, lui il va détecter quels sont ceux que vous êtes en train d'utiliser maintenant et qu'il vaudrait mieux continuer. Et puis il y a des appareils, il va dire bon ça c'est pas la peine, sauf que vous êtes en train de les utiliser, vous voulez continuer, donc sur l'application, en un clic, vous rallumez votre lave-linge, vous rallumez votre télé parce que vous voulez finir absolument ce film que vous aviez commencé. Autre cas d'usage, la limitation de puissance souscrite. Quand vous souscrivez un contrat d'électricité, vous avez souscrit 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA.
Et parfois, vous avez le four allumé, vous rentrez chez vous, vous branchez votre véhicule électrique, et là, votre puissance souscrite va exploser, donc ça va faire péter toute l'alimentation de la maison. Et le système détecte que vous allez atteindre la limite, il débranche tout de suite le véhicule électrique, le temps que les autres appareils aient fini de fonctionner, et quand il détecte qu'à nouveau on peut rentrer en fonctionnement du véhicule électrique, on ne va pas exploser la puissance, alors il le rebascule automatiquement. Et je vous disais enfin, la question du sustainable, elle est abordée sous l'angle de l'eau. La question de l'eau, c'est comment je fais pour éviter le gaspillage, d'abord. Comment est-ce que je fais aussi pour m'alimenter en eau quand j'ai pas d'eau potable. Et puis si jamais j'ai de l'eau qui n'est pas potable, ben comment est-ce que je la filtre pour la rendre potable instantanément. Alors la question du gaspillage, c'est déjà à l'échelle de la ville. Chaque année dans le monde, il y a des centaines de milliards de mètres cubes d'eau potable qui sont perdus dans les canalisations des villes. C'est pas rien, c'est pas juste de l'eau, c'est de l'eau qui a déjà été traitée, donc c'est de l'eau qui a un coût et qui est perdue bêtement. Et il y avait cette entreprise française qui proposait Aqua, qui est un robot qui va à l'intérieur des canalisations d'induction d'eau potable et qui permet en fait d'aller repérer l'état du réseau, d'identifier des fissures. Et ça permet également de créer ce qu'on appelle un digital twin, c'est-à-dire une copie, une cartographie de votre réseau. C'est utile car souvent les régies des eaux ne connaissent pas exactement l'entièreté du réseau, ou en tout cas l'état du réseau. Donc ça, c'est à l'échelle de la ville. À l'échelle de la maison, on a vu Hydraloop, c'est pas la première fois qu'on les voit au CES. Il y a 3 ans, on avait déjà parlé d'eux, mais simplement chaque année ils reviennent. Au début, ils arrivent avec un concept, et puis après une idée de produit. Là maintenant, ils ont un produit qui est commercialisé, ça coûte 1995 $. C'est un système de traitement des eaux à la maison, où les eaux de la douche et du lave-linge vont repartir dans le circuit. Une partie va servir à tirer la chasse, et une autre partie va être filtrée et renvoyée dans le lave-linge. Avec ce système, vous économisez 45% de votre consommation d'eau potable, ce qui est vraiment pas négligeable. Et puis je vous disais, parfois on a besoin d'eau et on n'en a pas, et on a vu cette machine incroyable au CES qui permet, c'est une fontaine à eau qui n'est pas branchée sur l'eau. Ça tire de l'eau, de l'air ambiant, et ça peut produire jusqu'à 10 litres d'eau potable par jour. C'est pas une innovation totalement nouvelle. Pareil, il y a 3 ans, on avait parlé d'un concept comme ça, mais c'était une espèce d'énorme machine. Ce qui est nouveau là, ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'innovation, c'est on a un cas d'usage en fait. On a, à partir d'une innovation qu'on a vue il y a quelques années, aujourd'hui on a une fontaine à eau qui correspond à l'usage de je suis à mon domicile ou je suis dans ma PME et je suis capable de générer à partir de rien 10 litres d'eau potable par jour. C'est sur le marché, ça existe, ça coûte 3500 $ quand même. Mais donc c'est quelque chose qui est devenu concret. Et puis enfin, pour finir sur l'eau, on a vu cette entreprise taïwanaise qui sort un filtre, une membrane filtrante pour créer de l'eau potable. En fait, elle stérilise de l'eau en un instant, donc ça permet de boire n'importe quelle eau, quel que soit son état de départ, de la rendre instantanément potable et sans goût. On n'est pas comme avec les pastilles qui sont sur les rations de combat de l'armée de terre, et c'est instantané, et le filtre lui-même a une capacité de traitement qui est beaucoup plus longue que les filtres actuels sur le marché. Donc ça, c'est en cours de lancement, c'est disponible en précommande pour 48 $. On s'est bien trempé dans l'eau, on va s'immerger maintenant dans la technologie. Comme on vous le disait, une autre grande tendance de ce CES, c'était toutes ces technologies immersives. Mais déjà, la première question qu'on doit se poser, c'est pour s'immerger dans quoi ? L'année dernière, en 2022, il y avait une grande tendance, c'est le métaverse, donc ces univers virtuels interopérables. Cette année, ils étaient plutôt absents du salon. Et à cette absence a fait écho l'absence du groupe Meta, donc Facebook qui a été renommé en tant que Meta, qui a passé une année compliquée avec 13% de licenciements, donc 11 000 collaborateurs remerciés, et globalement des événements qui ont été de véritables flops. Donc on sentait que la tendance, c'était pas de créer de nouveaux univers virtuels, mais plutôt de faire en sorte que les gens y viennent et interagissent. Donc pour ça, c'était l'occasion de voir un peu le chemin parcouru par ces appareils. En 1995, Nintendo avait sorti le Virtual Boy, et à l'époque, ça avait été un flop total. Enfin, le produit n'avait pas rencontré son marché. En 2023, on s'est rendu compte que le casque, ça devient un must-have. Enfin, sur tous les stands, il y en avait. Enfin, une offre véritablement pléthorique. Et Sony, par exemple, a fait de sa prochaine console, même chose, un casque avec des manettes. Donc pour interagir dans ce monde virtuel, on a évidemment des casques, mais on a aussi de nouvelles technologies, notamment ce qu'on appelle la réalité mixte. Donc c'est ces lentilles ou ces lunettes qui nous permettent de superposer virtuel et réel en un clic de manière très simple et agréable. On n'a pas le poids du casque notamment.
On a aussi les enceintes et le son qui se réinventent pour être toujours plus immersif, et aussi des technologies donc de gants et des gilets de retour et contrôle haptique donc qui viennent nous faire ressentir le jeu sur le corps. Un peu plus concrètement, à quoi ça ressemble? Je vous parlais de réalité mixte. On a notamment ce projet américain qui nous vend ces lentilles de réalité mixte, donc, qui nous permettent d'avoir une vue extrêmement large. Donc là, on a une vue à 120 degrés d'un monde virtuel. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'acteur principal, c'est Magic Leap, et ils sont limités à 70 degrés. Donc là, je les ai essayés, ces lentilles, et vraiment tout notre champ de vision bascule dans un jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être mis sur des lunettes qu'on peut avoir au quotidien. Et donc on ne se rend pas forcément compte, quand on parle avec nous, qu'on est en train de jouer. Donc ça, c'est pour voir le jeu, mais on peut aussi interagir en jouant. Et il y a Sony, par exemple, qui nous a présenté Mocopy. C'est des petits capteurs que l'on vient placer à des endroits stratégiques du corps, tête, cheville, hanche et poignet. Et ça nous permet d'interagir en temps réel avec notre avatar dans un jeu. Et là, c'est intéressant parce que ça peut faire éventuellement écho à la Wii, qui a réinventé le marché de la console il y a quelques temps. Là, c'est une utilisation qu'on peut projeter dans un usage familial, dans un salon, puisque c'est simple à comprendre et à installer. Si on veut aller un cran plus loin, on a ce que je vous disais, des gilets de retour haptique qui nous permettent de ressentir le jeu. C'est un projet espagnol, une technologie brevetée, qui nous permet de ressentir jusqu'à 30 sensations sur le corps. Donc des sensations plutôt agréables comme un câlin, le vent, etc. Mais parfois, quand on joue à des jeux vidéo, c'est aussi pour jouer à des sports de combat. Et là, l'idée avec ce gilet, c'est qu'on peut ressentir les coups qu'on se prend dans le jeu. Donc il y a des gens qui peuvent payer 400 $ pour se prendre des décharges électriques dans la vraie vie. Donc, ça peut faire rire, mais là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on joue, on veut aller un cran plus loin dans notre expérience. On veut que tout notre champ de vision soit projeté dans le jeu, on veut le ressentir, même physiquement, et même l'entendre différemment. Donc, c'est notamment le cas avec Razer, qui nous propose Leviathan, leur nouvelle enceinte, qui vient créer une bulle de son autour de nous. Grâce à une intelligence artificielle, l'enceinte peut repérer où se trouve la personne dans la pièce, et ça crée cette bulle 3D. Donc là encore, nous, on l'a essayé, et c'est hyper intéressant, on sent le son qui nous englobe autour de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se déplace dans la pièce, cette bulle de son nous suit. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas coupé du monde. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui nous parle derrière, on peut l'entendre, contrairement au casque aujourd'hui qu'on peut avoir et qui nous isole complètement. Ensuite, ça concerne nos appareils directement. Il y a un projet qui développe une couche, un système software qui vient dissocier tous les pixels pour propulser le contenu en 3D. Donc notamment les iPads, les téléphones ou les ordinateurs qu'on a demain pourront nous proposer une vision 3D. Et c'est un projet qui peut arriver pour 2027. Autre grande tendance, c'était les intelligences artificielles génératives. Donc on en parle beaucoup en ce moment. Et le plus connu d'entre tous, c'est ChatGPT. Malheureusement, il n'était pas présent sur le salon et on aurait pu craindre que ça fasse un peu une ombre sur ce marché. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup d'IA qui ont su se faire remarquer et attiser la curiosité. Parmi celles qui ont retenu notre attention, il y a par exemple Xinaps qui vient nous proposer de générer des voix. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette voix, on peut lui faire ce qu'on veut. On peut la faire parler, on peut la faire chanter, mais surtout, on peut lui demander d'avoir des émotions particulières. Je peux demander de cloner ou de générer une voix qui peut chanter de manière dramatique ou parler de manière joyeuse. Voilà. Et c'est ça qui est assez novateur. Pour vous donner une idée, on a un exemple d'une publicité où tout l'audio que vous entendez, c'est généré par cette IA. Ah. Et ce qui est intéressant, c'est que le fonctionnement d'une IA générative, c'est qu'elle vient de se nourrir de tout ce qu'elle trouve, notamment sur Internet. Et là, on sent que la publicité a pu reprendre les codes qu'on peut avoir dans les publicités PMU, FDJ ou même des jeux vidéo de manière générale pour faire ressentir toutes les émotions qu'on a devant ce genre de publicité. Donc ça, c'est pour l'audio, mais on a aussi maintenant le visage qui peut être généré par une IA. Et c'est notamment le projet de Deep Real Live qui nous propose de changer de tête en temps réel. Pour comprendre, demain, on est en réunion Teams ou Zoom, enfin voilà, on est en visioconférence, j'ai pas envie de montrer ma tête, mais je peux demander à cette intelligence artificielle de venir me générer un visage. Soit de me cloner, soit d'inventer un visage, ou alors de prendre le visage d'une personne connue. Et c'est intéressant parce que ça peut se faire en temps réel. Un cas d'usage intéressant, c'est notamment Brut, qui a développé un nouveau format avec un journaliste qui est créé par une IA, c'est un journaliste qui n'existe pas du tout. En France, on n'est pas forcément concerné par ça, mais dans des pays comme la Russie ou l'Iran, où les journalistes n'ont pas forcément la liberté d'expression, ça peut leur permettre d'exprimer des messages, parler de l'actualité, sans dévoiler leur identité. En France, on n'a pas ce problème, et on a des cas d'usage qui sont peut-être un peu plus dangereux. C'est notamment ces arnaques au président.
Là, pour vous donner une idée, c'est un deepfake d'Emmanuel Macron qui est fait avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Et là, on se rend compte déjà que c'est un peu dangereux parce qu'on a du mal à se rendre compte que c'est faux. Demain, ça le sera d'autant plus puisque son visage pourra être diffusé en temps réel dans une réunion. Et je vous le disais, on a ces arnaques au président, ces PDG d'entreprises qui se font usurper leur identité pour demander des coordonnées bancaires à des collaborateurs. Demain, on pourra avoir notre PDG qui nous propose une réunion et on a l'impression de parler avec lui, mais en fait, c'est une IA générative qui a couplé et son visage et sa voix. Donc ça pose des vrais problèmes en termes de sécurité et cybersécurité. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est pas que je vous parle de ces IA de manière isolée, mais plutôt d'imaginer une synergie entre toutes, puisqu'on a aujourd'hui ChatGPT qui peut générer des discussions, Xinaps qui peut générer une voix, ou encore DeepRay Live, le visage, et on a déjà des projets qui cherchent à créer cette synergie. On vous en parlait dans la journée d'Alice, c'est le cas de Rememory qui nous propose de parler avec nos défunts. Et aujourd'hui, l'expérience est assez fade, un peu plate, puisqu'on a juste, entre guillemets, le visage et la voix de la personne. Mais demain, ça pourrait aller encore plus loin, puisque ChatGPT pourra nous générer une véritable discussion. Et donc, sans transition, je vous propose de parler de nos coups de cœur. Voilà, pour terminer, quelques coups de cœur qui nous ont aussi marqués sur le salon. Il y avait notamment toute la marque Samsung qui avait un peu dédié son stand et sa keynote à un nouveau produit qui s'appelle SmartThings Hub. Donc ça permet de vraiment connecter notre maison et ça utilise un protocole qui s'appelle Matter, qui est en fait une surcouche de Zigbee. Donc pour ne pas parler trop technique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin faire pouvoir parler entre eux différentes marques de maisons connectées. On peut faire parler notre télé Samsung à nos ampoules Philips Hue, à notre téléphone Apple. Et toutes ces marques désormais communiquent ensemble pour connecter notre maison. Et c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui va permettre l'accélération de la maison connectée. Aujourd'hui, il fallait un peu Bac+5 minimum pour réussir à faire marcher ensemble différentes marques de maisons connectées. Demain, c'est fini. Ça va être très simple à mettre en place grâce à Matter. Et notamment Samsung nous présentait des cas d'usage assez incroyables. Par exemple, votre télé, si vous avez un film avec un dragon qui crache du feu, ça va faire allumer vos ampoules Philips Hue en orange le temps de la scène où le dragon crache du feu, et cela automatiquement. Et du coup, il y avait sur la keynote de Samsung le président de Philips qui était là pour parler de cette synergie. On a aussi plein d'autres cas d'usage possibles plus sérieux. Par exemple, si vous quittez votre maison, votre téléphone va les détecter et va parler à votre chaudière pour arrêter le chauffage. Donc la maison connectée, c'est plein d'usages hyper intéressants. Jusqu'à aujourd'hui, c'était très compliqué de le déployer, mais grâce à Matter qui est arrivé vraiment en toute fin d'année 2022, c'est désormais possible et c'est facile à mettre en place, notamment grâce à Samsung. Et puis moi, en 2022, j'ai eu une petite fille. Et donc sur le salon, je me suis intéressé à tout ce qui était baby tech. Il y a pas mal d'innovations, j'en ai ramené deux. D'abord, il y a cet petit appareil qui permet d'interpréter les pleurs d'un bébé et de vous dire, ah, alors là il pleure parce qu'il a faim, là parce qu'il est fatigué, là parce qu'il a mal, là parce que sa couche est pleine. Ça existe sur le marché taïwanais, ça coûte $200. Et puis, il y avait aussi un projet qui se lance en 2023, c'est une poussette autonome. Donc il y a une assistance à la poussée, c'est très sécurisé parce que c'est le marché nord-américain, ça vient du Canada, donc il faut que vous teniez la poussette entre les mains pour qu'elle avance, mais elle avance toute seule, et puis quand vous lâchez, même si vous êtes en pente, ça s'arrête. Et puis si vous êtes occupé parce que vous avez des courses, vous êtes en train de laver un biberon, le bébé pleure, alors la poussette elle fait des petits mouvements de va-et-vient pour le bercer toute seule. Et dernier point, quand vous prenez le bébé, elle détecte qu'il n'y a plus personne, donc on est en condition de sécurité maximale, là vous vous déplacez, vous faites 500 mètres avec le bébé dans les bras, et quand vous vous retournez, la poussette est là parce qu'elle vous a suivi toute seule. Donc ça, il le lance en 2023 et ça va coûter $3 800 quand même. Donc en attendant de voir ces poussettes autonomes dans les rues de ici les Moulineaux, on va avoir un petit mot de conclusion sur ce CES. Donc vous l'avez vu, cette année, comme les autres années, il y a vraiment des tendances qui ressortent, qui prennent de l'ampleur. C'est un peu toutes ces tendances qu'on a abordées aujourd'hui sur la santé, sur l'éco-responsabilité, sur les IA. Et puis il y a aussi des tendances qui peinent aussi à prendre de l'ampleur. On a trouvé que la Smart Home n'était pas encore suffisamment présente aujourd'hui. Alors oui, il y avait Samsung qui nous présentait Matter, je vous en ai parlé, mais par exemple Somfy et Legrand n'avaient pas fait le déplacement cette année. Donc peut-être que c'était encore un peu trop nouveau, ce Matter, et donc ils vont peut-être venir l'an prochain. Et il y a toujours des tendances aussi qui décollent pas vraiment. Metaverse, on vous en a parlé, ça n'a pas vraiment décollé. Et puis à l'inverse, il y a aussi des tendances qui s'éteignent un peu.
On avait très peu de sujets autour des NFT, par exemple, cette année. La blockchain, on en entendait beaucoup parler l'an dernier, on entendait beaucoup moins parler cette année. C'est toujours présent, mais en tant qu'enabler au sein des produits, c'est plus mis en avant comme un argument marketing en soi. Donc ça aussi, on a trouvé que c'était des tendances qui s'éteignaient un peu par rapport aux années passées. Ce qu'on voulait vous dire un peu en mot de conclusion aussi, c'est qu'on nous demande toujours, est-ce que le CES est toujours aussi waouh qu'avant? On a une réponse un peu mitigée là-dessus. Oui, il y a des innovations de rupture et on l'a vu aujourd'hui, il y a plein d'innovations qui nous ont marqué, les écrans 3D, les laboratoires d'analyse d'urine, etc. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir l'innovation sur un temps long. Je vais vous donner un exemple, c'était donc la voiture Lightyear, la voiture à panneaux solaires. Il y a 3 ans, ils étaient sur le salon, mais ils avaient un concept de véhicule à panneaux solaires qui n'était pas encore très mûr. Ils sont revenus ensuite sur le salon avec la Lightyear One, et là c'était un produit avec très concret, mais très cher encore, difficile d'accès. Et puis cette année, ils sont revenus avec Lightyear 2, donc un produit accessible de mass market, et donc très concret. Et d'ailleurs, ils ont donc signé ce contrat avec Arval pour 10 000 véhicules sur le marché français. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir les innovations réelles, celles qui vont arriver sur le marché, celles qui vont transformer vos vies et nos usages et nos business. Et c'est ça que nous, on observe au CES chaque année. Et c'est pour ça qu'on dit que l'innovation s'apprécie sur un temps long. C'est pour voir aussi l'évolution de ces différentes technologies qu'on y va. Et on va encore y aller pendant les 25 prochaines années, puisque le CES a renouvelé son partenariat avec la ville de Las Vegas encore pour 25 ans. Donc on va encore avoir a priori 25 ans de salon et peut-être 25 ans de débrief ici à la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Avec André Santini. Avec André Santini. Denis a toujours été jaloux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mademoiselle et Monsieur. Vous êtes très doués. Hier, on rencontrait le directeur de l'innovation chez l'IDA, chez nous, qui est très doué aussi. Lui, il a pris les injonctions du président de Cogedim, Taravella, et il était un peu coincé entre Taravella et moi. Il a même parlé maladroitement de Hitler et Staline. Vous voyez, mais enfin, à la fin, on rappelait que Hitler admirait Staline. Hein. Enfin, c'était juste avant Stalingrad. Bon. Eh bien, vous êtes prêts pour le prochain Stalingrad et vous acceptez, j'espère, quelques questions de la part de nos amis qui vous ont écouté religieusement, en vous remerciant. Qui demande la parole ? Madame Protois, bien sûr, présidente du CES. Il y a un voisin qui m'a dit avoir participé au CES et avec des bateaux volants sur la Seine, électriques dans un premier temps, à hydrogène dans un deuxième temps. Il m'a dit avoir eu un award. Donc, vous n'en parlez pas du tout, je ne sais pas. Ouais, donc ça, c'est les bateaux à foil. Donc, qui... Alors en fait, je crois qu'on en a parlé l'an dernier dans notre débrief, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé cette année. Mais effectivement, il y a des bateaux très innovants à foil qui vont donc flotter avec des foils au-dessus de la Seine et qui marchent à hydrogène. Et on en a parlé effectivement l'an dernier parce que c'était une belle innovation. On ne peut pas parler chaque année des mêmes innovations, donc on a essayé de changer. On pourrait les brancher. Il y a 2 stations en construction. Voilà, on pourrait les brancher pour aller jusqu'à Issy-les-Moulineaux. Vous êtes dans le coup, j'espère, non? Ils vous ont pas mis dans le coup l'hydrogène chez nous? On va essayer de. Il faut essayer quand même. Hein. Dans le coup. Ouais. Monsieur Eric, là. Merci. Annoncez-vous. Oui, Patrice Vaterno. Merci, Monsieur Santini, pour avoir organisé cette séance. Une question à Monsieur Roulier. Et Eric. Oui, excusez-moi. Je ne connais pas les noms des autres. Monsieur Roulier, vous êtes très discret sur Ninji. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette société? Avec plaisir. Hein. Ninji, ça fait donc 22 ans que ça existe. C'est une entreprise qui a toujours été située à Rennes et à Issy-les-Moulineaux, et puis qui s'est étendue aux autres villes de France, hein, que ce soit Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux, et donc même récemment Singapour. Et donc on est une entreprise vraiment dédiée à la transformation digitale de nos clients qui sont des entreprises, soit des petites entreprises, start-up, PME, soit des grosses entreprises du CAC 40. On travaille avec tous ces clients-là et on fait des projets sur soit la transformation vraiment, on va dire, profonde des entreprises avec nos métiers de conseil, soit la transformation des usages et du design avec tous nos métiers autour justement de notre agence de design, soit des technologies, puisque tout ça, il faut le mettre en œuvre avec des technologies très concrètes pour transformer, proposer des nouveaux outils, des nouveaux services.
Et puis plus récemment, donc on adresse aussi tous les enjeux data IA de ces entreprises, tous les enjeux aussi de CRM autour de Salesforce et tous les enjeux de cybersécurité. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux de cybersécurité, que ce soit avec des arnaques au président, des deepfakes, mais aussi juste des attaques de cybersécurité. Et on les adresse aussi aujourd'hui avec notre filiale Iminity. Alors, en plus, personnellement, je trouve que vous avez des collaborateurs qui sont des vrais vulgarisateurs, des pédagogues. Ils ont parlé en langage simple, ils nous ont donné envie de continuer. Alors, vous prendrez les papiers à la suite. Au passage, nous avons sur la ville un jeune garçon, diplômé de Harvard, qui a fait un gros bouquin sur la cyber action, etc. Il m'a envoyé le bouquin parce qu'il habite la ville. Et il a accepté, je ne sais pas où c'en est, de faire une conférence ici, à votre intention, sur la cyberdélinquance et tout. Et je crois qu'il sera entouré de quelques experts français, mais lui est un des très bons. Alors, il est en plus de la ville, il faut quand même qu'on lui donne sa chance. Comme Ninji, on lui a donné leur chance. Vous voyez, ils ne sont pas bêtes quand même. Hein. Vos questions encore ? Oui, oui, bien sûr. Parlez plus fort ou approchez-vous d'un micro. Je suis Madame Gaudin. Je vais rebondir sur la question de Madame Picotoin. J'étais moi-même au CES pour représenter la start-up Aqualines avec mon mari qui est cofondateur. Je ne sais pas si vous avez vu ce projet. Je suis arrivée en retard à la réunion, donc je ne sais pas si vous en avez écouté. Donc nous, c'est un bateau avion, mais c'est avec les caractéristiques du bateau, donc c'est un permis bateau. Merci. Et le principe, c'est il n'y a pas de foil, il n'y a pas de contact avec l'eau, juste au départ et à l'arrivée. Et ensuite, c'est un coussin d'air et ça utilise l'effet de sol. Donc, une technologie qui avait été utilisée par les Russes au moment de la guerre froide. Et un des fondateurs principaux est un Russe. Et donc, nous étions au CES et le projet a eu un grand engouement. Enfin, on a eu la visite de Jean-Noël Barrot, Madame Pécresse et d'autres représentants. Et c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir le projet de pouvoir déployer éventuellement ou montrer, faire une démonstration sur la scène pour les JO. Et les premiers essais vont avoir lieu à Bayonne au mois de septembre. Donc je ne sais pas si vous avez rencontré le stand sur la French Tech. On était représenté par la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est basé à Bayonne pour les essais. Oui, je crois vous avoir croisé effectivement, mais malheureusement on est dans un travail de débrief, donc on ne peut pas être aussi exhaustif qu'on voudrait l'être. D'accord. Mais je serais ravi d'échanger avec vous après la conférence pour que... Avec plaisir. Je vous avais envoyé un petit mail pour vous dire que je revenais du CES et si vous vouliez qu'on en parle avant la réunion, mais je n'ai pas eu de réponse. Je suis passé à côté peut-être. Ouais, c'est pas grave. Échangeons après et puis voilà, je suis très intéressé par votre technologie. Pour les Jeux Olympiques, ce serait quand même marrant de les mettre dans le coup, non? Puisqu'il y a un défilé sur scène. Il faudrait être présent là-dedans, non? Bon, Eric, tu fais le lien avec... je crois que vous avez rendez-vous avec mon mari. Bientôt. Et pour la petite anecdote, quand même, on a eu une grosse déception, c'est-à-dire que tout s'est super bien passé. Et le dernier jour, le salon s'est terminé un dimanche à 16h. On est parti juste poser des affaires à l'hôtel. Et quand on est revenu, notre maquette d'1 mètre sur 1 mètre, qui fait quand même 40 kilos, a été volée. Donc, on a passé... À Las Vegas. À Las Vegas. Donc, voilà. Donc, espionnage industriel, on est en plein dedans. Et ça a été un peu la grosse déception. Alors, au même moment, on se dit, bon, il y a un intérêt, a priori, puisqu'on a volé la maquette. Donc c'est Ninji. C'est pour ça, vous n'avez pas eu une grosse valise au retour? Elle est dans mon salon. Ah, c'est ça. Et donc, j'ai arpenté tout le salon du CES pour essayer de voir si, par hasard, elle n'avait pas été détournée dans un coin, etc. Donc, j'ai pu 10 000 pas le soir même pour essayer de... Et en fait, je ne sais pas si vous êtes restés au moment du dimanche soir, non et il y a une mutation, il y a une transformation du salon à 16h. Le public ne rentre plus, mais par contre, les déménageurs, les hommes de ménage et tout, à dimension américaine, donc des camions, des choses comme ça, qui arrivent, qui vous enlèvent, qui vous arrachent la moquette. Et c'est vrai que la maquette... On a ça à la porte de Versailles. Hein, ouais, moi j'ai l'habitude des salons à la porte de Versailles, mais là c'est vraiment c'est l'équivalent de quoi? De 57 terrains de football, c'est ça? Oui.
Voilà, donc voilà, on est revenu sans maquette, avec un dossier auprès des assureurs. Bon, on va essayer de trouver un rattrapage, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Autre question? Pas d'autres questions? Si, je vois... Ah, pardon. Bonjour, Michel Bourdier. Alors moi j'ai écouté avec intérêt l'intervention de Wizine parce que je suis utilisatrice de vos produits autour du sommeil. Vous parliez, alors je crois, c'est peut-être pas Wizine, du fameux aide à la douleur, mais ça existe déjà des stents, donc je voulais savoir en quoi cela était différent. Et puis votre surveillance, analyse de sang, enfin tout ce genre de choses. Il y a une maladie qui est de plus en plus répandue, c'est le diabète. Il y a déjà pas mal de choses sur ce sujet. Est-ce que d'abord il y a une approche, j'allais dire par type de maladie dans les innovations, et puis pourquoi celle-là n'est pas évoquée? Elle l'a peut-être été, hein, mais merci. Oui, merci pour votre question. WeThings intervient sur beaucoup de catégories, on va dire, de produits pour vraiment mesurer des signes vitaux pour votre santé, mais pas sur toutes, et notamment on a fait le choix de ne pas aujourd'hui proposer de device d'analyse de sang, puisqu'on considère qu'en fait l'analyse de sang est invasive aujourd'hui. Vous devez vous piquer ou faire un prélèvement sanguin pour pouvoir l'analyser. Donc aujourd'hui nos produits, et notamment c'est pour ça qu'on lance une catégorie sur l'analyse d'urine par exemple, puisque vraiment notre dispositif YouScan, c'est vraiment le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile et à positionner directement dans son toilette et pour qu'il n'y ait aucun effort à faire. Si je parle plus précisément de YouScan aussi, donc en fait on a créé une plateforme qui est modulable dans ce qu'elle peut détecter dans l'analyse d'urine, sachant que, et c'est bien normal, il y a un chemin réglementaire qui est aussi différent quand on va détecter des pathologies que quand on fait un produit, je dirais, de bien-être classique. Et donc, dans l'exemple de YouScan, aujourd'hui, on propose deux applications. Une application qui est plutôt le reflet en fait, de votre nutrition et de votre hydratation. Donc, c'est la première cartouche qu'on propose qui s'appelle NutriBalance. Une seconde cartouche qui est plutôt dédiée aux femmes pour être la meilleure solution pour suivre son cycle, mais basée sur vraiment des prélèvements d'analyse d'urine, des prélèvements hormonaux. Et par contre, à terme, vous avez mentionné le diabète, mais il y a aussi tout ce qui va être calcul rénaux. Il va y avoir aussi un grand nombre de pathologies comme des pathologies chroniques rénales. Et donc c'est des cas d'usage qu'on veut vraiment pouvoir adresser. On veut rendre notre produit utile pour ces cas d'usage. Par contre, il y a un chemin réglementaire qui est plus long et qui aboutira, je pense, dans les prochaines années. Restez branchés, madame, parce que Wheezing, il a une caractéristique. Il lance des trucs géniaux et il les vend. Mais une fois, c'est plutôt pour des boîtes, et une fois qu'il a vendu, eh bien la boîte réinvestit encore. C'est pour ça qu'il est depuis 20 ans sur la ville, hein, et qu'il a des succès extraordinaires. C'est des vrais chercheurs et des vrais scientifiques. Et le design est souvent aussi très, très, très top. Merci beaucoup. C'est un point très important. Le design, on en parle beaucoup. Tous les produits que vous avez présentés, ils ont toujours un design qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a l'appétence, l'envie d'abord de l'acheter, d'abord, enfin en tout cas de se lancer, et aussi de l'utiliser. Et un point qui est très important dans la tech, c'est vraiment la rétention, enfin l'adoption des produits. Nous, chez WeThings, on est très fiers d'une stat, c'est que 70% de nos produits sont encore utilisés au bout de 3 ans. Et ça, c'est un chiffre qui est gigantesque dans le domaine de la tech, puisque la plupart des produits, en fait, il peut y avoir une frontière qui est subjective entre le gadget et le produit connecté qui apporte de la valeur. Et donc, le gadget finit dans un placard et le produit connecté, lui, rend des services le plus longtemps possible. La beauté n'est pas superflue et c'est vrai que, en tout cas, vos produits, moi, je les utilise encore. Et vous rejoignez Steve Jobs là-dessus, qui faisait très attention au design de ses produits. C'est un sacré compliment. Je le transmettrai à notre fondateur, mais il est différent. Il est plus gentil, heureusement. Il faut dire qu'on les aime et qu'on les admire. Il est au Japon actuellement? Oui, c'est ça, il a compris. Donc, merci à vous. Il habite Meudon, attention. Oui, oui, d'accord. Oui. Tant qu'il n'abat pas les arbres. Alors, on a prévu un café pour vous remercier à côté. Il sera sucré pour le diabète, hein, donc on ne va pas déparer votre image. Merci à vous. Alors, notez, je ne sais pas quand ça va avoir lieu, cette séance sur
la délinquance qui se généralise énormément, avec un jeune expert hein, sur la ville, c'est quand même intéressant, il enseigne aux États-Unis, je crois. Alors, il y en aura d'autres, hein, je ne sais pas ce qu'on va mettre en même temps, parce qu'à un moment, le patron de la lutte cyber était sur la ville. Je ne sais pas si on peut le retrouver, peut-être qu'il a pris du galon depuis. Voilà, café à côté, et puis on vous remercie. Merci à toute l'équipe de Ninji, et à l'équipe de Wizings, et à l'équipe de Eric pour l'organisation. Et Open Charge, c'est ça. Open Charge, oui, bravo. Merci à vous. N'oubliez pas d'aller voir le NIDA. Oui, on va aller voir ça. Ça vaut la peine. Hein. 1500 mètres carrés, c'est pas mal. Dans le cœur de ville.